Bonjour, nous sommes les 4G de Soso et aujourd'hui nous allons vous parler de l'actualité d'avant les vacances qu'on n'a pas pu enregistrer par manque de temps. Nous allons commencer avec Taïra qui va nous parler de Jérémy Fontagneux. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de Jérémy Fontagneux qui enseigne dans un lycée en France et qui a réussi à augmenter une classe de 70% de réussite à 100% de réussite au bac. Donc au bout de quelques années, il a réussi à aboutir 3 piliers. Le premier, c'est une sorte de mise à distance avec les élèves. Le deuxième, c'est une évaluation régulière sous forme de QCM. Le troisième, c'est le travail avec les familles qui est le plus important des trois. Au début d'année, il va appeler les familles avant qu'il y ait le moindre problème pour leur tendre la main Il veut leur quoi? Une sorte de genre tendre la main. Il veut leur tendre la main Ouais. pour qu'ils réussissent leur bac. Voilà. Et Non, aux parents, pour que les parents. Aux parents, d'accord, pour qu'ils s'impliquent plus dans L'éducation la réussite de dans la réussite de leurs enfants, d'accord? Continue. Donc, toutes les semaines, les SMS vont être envoyés pour suivre le parcours de l'élève. Donc, cette manière-là va servir de garder les parents informés de toutes choses de leur enfant. Et voilà, et grâce à ça, l'élève va réussir à aboutir À obtenir son bac. Et en Belgique, le bac, c'est l'équivalent de quoi? CESS. Au CESS. Donc, il a mis un système en place, si j'ai bien compris, hein. Oui. On va arrêter. Où il va faire des QCN toutes les semaines, d'accord, pour les habituer à l'évaluation. Il va envoyer des SMS chaque semaine aux parents pour leur faire un peu un topo de la situation. Et il envoie quand c'est positif aussi, ou que quand c'est négatif? Les deux. Il envoie aussi quand il y a des bonnes nouvelles, etc. Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y a une prof cette année qui le fait. C'est qui? Madame Lebeau. Elle utilise la méthode avec les sciences éco. Et l'an prochain, il y a d'autres profs qui veulent mettre ça en place. Alors, le son que vous entendez, c'est un téléphone qui va être confisqué, puisque c'est le mien. Bien sûr. D'accord? Donc, très bien. Pensez-vous que si on inclut vos parents dans votre vie scolaire, vous réussirez mieux et vous obtiendrez de meilleurs résultats? Oui. Donc vous pensez que si on envoie toutes les semaines un SMS, hein, donc pas Smart School, parce que honnêtement, quels parents ici utilisent Smart School? Vous êtes 12. Donc, pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord. Pas d'utiliser. Ils ne savent pas l'utiliser. Ouais, Ok. c'est complexe. Enfin, pour eux, c'est complexe. Là, et après, c'est pas... D'accord. Alors, vous imaginez qu'un système d'SMS, Ça va être qui est plus direct. Ouais. Donc, vous pensez que ça pourrait changer quelque chose? Bien sûr. Oui. Ouais. Pas du tout? Ça me fera encore plus ça me rendra plus stressée qu'autre chose. Parce que tes parents vont te stresser? Ou bien juste le fait qu'ils reçoivent l'SMS, ça va te mettre en... Non, c'est pas ça, c'est juste que ma mère va jamais s'investir dans l'histoire non plus en fait. Ça va juste me rendre stressée en me disant ah, ma mère est au courant d'un truc, ou peut-être je voudrais plutôt le dire moi-même que le professeur en soi. Ah, c'est intéressant ça. Donc toi tu préfères rentrer à la maison et dire voilà ce qui s'est passé Voilà. que recevoir un SMS. C'est ce que je fais déjà. En tout ça me rendrait stressée si quelqu'un d'autre dirait. Tu rentres à la maison et tu dis à tes parents à chaque fois ce qui s'est passé dans la journée? À peu près, oui. Ah ben Denissa, chapeau. D'accord. Continuons avec Ouda et Meissa qui vont nous parler de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Bonjour à tous. Ouda et moi, nous sommes tombés sur un article vif qui date du mois de février qui nous parle sur le fait d'abaisser l'âge de l'obligation scolaire à 16 ans en Belgique. Celui qui nous parle sur ceci est Roberto Gallucino, administrateur délégué du SPEON, le secondaire officiel organisé par les communes et les provinces. Alors l'article est pour faire baisser l'obligation scolaire à 16 ans, car il admet que ce serait plus motivant pour un élève d'aller travailler que de rester en classe. La plupart du temps, les élèves ne sont pas motivés à aller à l'école et la quittent vers 18 ans sans diplôme. Et c'est pour cette raison-là que Conor Rousseau suggère de ramener l'obligation scolaire à 16 ans. Donc ça veut dire qu'après 16 ans, on n'est plus obligé d'aller à l'école. Oui. Donc 16 ans, c'est l'équivalent de quelle année ici? Quatrième. En quatrième, donc vous imaginez, quelqu'un en quatrième, il a plus envie d'aller à l'école, il décide de ne plus aller, on n'est plus obligé on peut pas l'obliger d'y aller à partir de 16 ans. Et donc, le monsieur en question, il dit Qu'il suggère ramener l'obligation scolaire à 16 ans. Et ce monsieur veut ramener l'obligation scolaire à 16 ans. Ouais. Donc il est pour, quoi. Oui, il est pour.
il estime que quand on n'a plus envie d'aller à l'école, on doit pouvoir choisir autre chose. Oui, parce que l'école sociale envoie du stress pour certains élèves. C'est un lieu de stress pour certains élèves, Oui. d'après l'article. Oui. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, j'affirme. Oui. Après, moi je pense que ça dépend de la section qu'ils choisissent. Bah ouais, on va en parler. Meissa, et toi, donc, t'as un avis un peu différent. Oui, qui est contre. Roberto, il nous dit qu'il pourrait être d'accord avec ce genre de C'est qui Roberto? Tu peux rappeler? Roberto Gallosini, c'est l'administrateur délégué du SPEON. Ok, c'est votre avis. Il pourrait être d'accord avec ce genre de raisonnement si la Fédération Wallonie-Bruxelles n'avait pas mis en place un mécanisme contre le décrochage scolaire. Et il considère que l'option professionnelle et technique permet aux jeunes d'y trouver un moyen de quoi s'orienter ses choix de vie, sans se trouver un jour coincé dans le monde du travail sans issue. Il y a aussi des filières d'enseignement professionnel qui accueillent des personnes en manque de motivation. Abaisser l'obligation scolaire signifierait un ralentissement pour l'enseignement de la communauté française où ils investissent énormément. Et puis voilà. D'accord. Donc, lui, il estime que si on laisse des enfants de 16 ans, des adolescents, pardon, de 16 ans, ça va faire de la main-d'œuvre pas chère pour aller travailler. Oui. Et il estime qu'il y a d'autres moyens que d'arrêter l'école, par exemple les filières TQ Et ou professionnelles. D'après le monsieur, bien sûr, d'après Roberto. Est-ce que vous serez pour le fait de pouvoir arrêter l'école à 16 ans? Non. Parce qu'on n'a pas de bagage pour l'avenir. Il n'y a pas de bagage. Ici, D'après c'est toi, il n'y a tôt. pas de bagage. C'est tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Par rapport à l'âge, Oui. La maturité aussi. c'est ça en fait. Enfin, moi, je partage un peu ton avis comme ça. Moi, je pense que c'est plus une question de maturité. Est-ce qu'on a la maturité à 16 ans que pour dire je vais arrêter l'école? Alors que On se peut-être rend à pas 18 compte ans, de la 20 ans, il peut responsabilité qu'il y a regretter. derrière. Et voilà. Ouais, monsieur, est-ce qu'on peut s'en sortir sans avoir son C'est CESS? ce que disait Ouda, c'est que tu vas ça va être très difficile sans CESS. Et Ouda, c'est ce qu'elle dit dans son article, c'est qu'il y a des entreprises qui seraient contents d'avoir des ados de 16 ans parce qu'on ne doit pas les payer très cher puisqu'ils n'ont aucune. Aucune? Responsabilité. Non, ils n'ont aucune expérience, aucun diplôme. Et donc, il ne faudra pas les payer super cher. Moi, si je devais m'écouter quand j'avais 16 ans, j'aurais arrêté l'école 20 fois. Donc, c'est surtout une question de maturité. Oui, vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, parmi vous, qui seraient d'accord de, oui, arrêtons l'école à 16 ans si on voit qu'on n'a plus sa place dans le système scolaire? Non. Non. Honnêtement, s'ils ont peut-être le pouvoir de réussir cela, et s'ils ont l'expérience même sans avoir le diplôme, peut-être que ça aurait une chance de réussir. Mais c'est ton avis, hein, ouais, je respecte. Mais donc, de ce que j'entends, on voit bien que tu dis une chance. Donc ça veut dire qu'on réduit les chances de réussite. Il y a moyen de s'en sortir, mais on réduit quand même les chances de réussite sans diplôme, à 16 ans, sans travail, etc. C'est cela, mais en même temps, je pense surtout que ça dépend des élèves et des écoles où ils vont aussi. C'est ça le principal, parce que s'il y a des élèves où ils viennent d'une famille un peu plus riche, ils ont plus de chances de gagner plus que ceux qui sont d'une famille un peu plus pauvre et qui ne vont pas réussir dans la famille. Je ne vais pas rebondir sur ça, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire en classe, sur les inégalités scolaires. Mais on en parlera dans un prochain podcast, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Imen, toi tu serais pour? Ah, je pensais, j'avais bien un hochement de la tête. Poursuivons avec moi et Asma. On va vous parler des menaces du syndicat de leur sortie du pacte d'excellence. Alors, après 4 manifestations organisées l'an dernier, 4 syndicats enseignants menacent de quitter la porte du pacte d'excellence, ce qui embête la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Donc avant de commencer, savez-vous ce que c'est un pacte d'excellence? Non. Le pacte d'excellence est un immense travail entamé en 2015 et a pour but de renforcer la qualité d'enseignement de tous les élèves. Caroline Désir s'est donc exprimée en disant que le texte pour lequel les syndicats menacent de quitter le pacte d'excellence est prévu depuis le départ pour un enseignement de qualité. Elle tourne sa feuille. Durant son discours, elle rappelle que ce projet consiste à apporter un soutien et un accompagnement aux profs, car plusieurs profs s'étaient plaints d'un manque de soutien dans leur métier. Voilà pourquoi, tous les 3 ans, le texte programme un dialogue avec la direction pour voir comment se passe leur travail et s'exprimer sur leurs besoins et leurs difficultés.
Sur ce point-là, les syndicats ils sont totalement d'accord, mais là où ça bloque, c'est l'évaluation sommative qui pourrait mener à un licenciement si l'enseignant persiste à présenter des difficultés et qu'il refuse l'accompagnement proposé. Caroline Désir rappelle donc que cette évaluation pourra donner une belle image à la profession enseignante. Donc en résumé, on veut évaluer les enseignants. Et si, après de multiples reprises, l'enseignant n'améliore pas... Il n'a pas envie de changer son comportement. Entre autres, ça peut être son cours, son comportement, envers les élèves, envers les profs, c'est tout un package. Il pourrait être sanctionné. Oui. Et là, qui n'était pas d'accord? Les syndicats. Les syndicats qui représentent qui? Les profs. Les profs. D'accord, on va revenir dessus. Toi, Kautar? Pas Kautar. Asma. On voit bien que les profs et les syndicats mettent la pression, les syndicats mettent la pression de quitter le pacte d'excellence tant qu'ils n'ont pas modifié leur projet. Alors, le texte comporte 2 grands volets. Le premier volet qui prévoit un entretien d'évaluation qui sera mené par les directions d'école, qui sera fait tous les 3 ans et tous les ans pour les jeunes dans les 5 premières années de leur carrière. Et en cas de problème, les enseignants seront invités à suivre un module de formation adapté à leur faiblesse. Ce premier volet-là, les syndicats sont d'accord avec. Au second volet, c'est là où les syndicats bloquent parce qu'en cas d'évaluation défavorable, une procédure plus poussée sera lancée avec risque de licenciement à la clé. Et les syndicats se demandent comment des pouvoirs organisateurs parfois très éloignés du pédagogique, exemple les échevines, peuvent statuer sur les compétences d'un enseignant. On a aussi Roland Laillé qui est secrétaire général des syndicats, qui dit: nous ne voulons pas que ce texte serve à faire de la chasse et de la casse d'enseignants. Il nous faut des garanties plus fortes que celles qui sont mises sur table. Et il dit aussi: imaginez si cela se passe mal pour voir 5 à 10% des enseignants, que fera-t-on alors qu'on manque déjà de profs? Donc lui sa crainte, c'est qu'on abuse un peu des sanctions. Ouais. Et que les profs soient virés alors qu'on manque déjà assez de profs, etc. Et il insiste bien sur le fait que ça concerne que peut-être 5-10% des profs qui dysfonctionnent, par exemple. Alors je sais que je vais lâcher une bombe, mais que pensez-vous du fait d'évaluer les enseignants? Moi je trouve qu'il faut les évaluer, parce que s'ils font des erreurs, comment ils pourraient donner un bel enseignement aux élèves si eux-mêmes font des erreurs? Non, est-ce que... Je joue l'avocat du diable. Donc, ils font des erreurs. Oui. J'en fais. Comme tout le monde. monde. Mais ici, c'est la sanction. On va évaluer les enseignants et les sanctionner. C'est surtout la sanction. Donc, oui, mais Caroline Désir, elle a dit dans son discours que... Tu peux rappeler qui est Caroline Désir? C'est la ministre de l'Éducation. D'accord. Qui a dit comme quoi c'était rare. C'était vraiment rare qu'un professeur soit sanctionné, licencié. D'accord. Généralement, ça se passe bien. Ça se passe bien, ok. Mais si, généralement, c'est censé bien se passer, alors pourquoi les syndicats et les profs ne sont pas d'accord avec cette sanction? Honnêtement, cette sanction, elle est quand même assez forte, mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. C'est la seule, entre guillemets, sanction qui passe par la tête, qui leur passe par la tête, et je pense que j'aurais fait de même. C'est-à-dire, t'aurais fait de même... Pour la sanction, j'aurais donné la même sanction. Parce que, y a pas... On va donner quoi? On va leur donner une note? On va pas faire ça. Je sais pas, je vois mal, des vérificateurs venir voir et, évaluer les profs et après leur dire: ah non, vous avez eu 4 sur 10 parce que vous vous expliquez mal ou parce que vous prenez pas le temps d'écouter les élèves ou des trucs comme ça. Après, ils vont avoir un accompagnement. Oui, ils vont avoir un accompagnement. Ça, ils le savent. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est l'accompagnement. Avant d'avoir une sanction, il y a un accompagnement. Oui. On va te former, va plutôt là, etc. Et c'est à la fin, si on voit que l'enseignant n'a montré aucune volonté d'améliorer, je sais pas moi, ses lacunes ou que sais-je, c'est là que la sanction tombe.
voilà. Donc c'est rare. On est d'accord. Non, Bah, vous c'est êtes- Moi, je suis d'accord avec Asma, parce que si le prof, il a rien à se reprocher, Voilà. normalement, il est compétent. S'il a ses sanctions, c'est qu'il n'est pas compétent. Donc, il doit se mettre en question, et ça va être avantageux pour lui, et aussi pour les élèves, parce qu'il lui apprend. Il apprend aussi aux élèves. Ce sera un meilleur prof. Bah oui. Ce qui est un problème, c'est que je comprends pas pourquoi ils sont pas d'accord. Si pour eux, c'est des profs qui sont compétents, bah, ils auront pas de sanctions, normalement. Ce qui est un problème à côté. Pourquoi avoir peur? Voilà. Moi, encore une fois, hein, c'est vos avis, moi je les respecte. Mais comme l'a dit Asma dans son article, d'ailleurs, tu peux me dire l'article d'où tu... La libre. La Libre, et toi? Le- C'était aussi, La Libre aussi. c'était aussi La Libre. La hein. C'est qu'ils ont peur de l'abus. C'est-à-dire que des personnes qui sont extérieures à l'enseignement, en tout cas du métier de prof, viennent, sanctionnent alors que peut-être qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Mais Donc il y a cette crainte-là. oui, mais il faut d'abord essayer pour avoir cette crainte-là. Ok. Et s'il se passe ce problème-là, bah, ils vont dénoncer et peut-être ça va changer. Mais d'abord, il faut essayer avant de avoir des... Des- je sais pas comment dire. Avoir des craintes. Les craintes. Mais Voilà. Il y a rien qui voulait dire quelque chose? Je pense qu'ils devraient faire comme nous les élèves. Chaque année, ils devraient faire un examen pour voir s'ils sont aptes à passer, à retourner à l'école. S'ils sont pas aptes à repasser à l'école, ça sert à rien de revenir. Parce qu'ils sont pas assez bons pour être profs. Ok, donc pour toi, un examen annuel des compétences disciplinaires des Ouais. profs. D'accord. C'est une forme de sanction. S'ils sont... Ben, c'est juste une évaluation. Bah oui. Ouais, juste- Mais tu fais quoi après si l'évaluation est mauvaise? Ce qui est un problème. C'est C'est qu'il y a un problème et qu'ils doivent se remettre en question. Voilà. Ok. Ou bien peut-être une petite baisse de salaire. Ouais, là, t'inquiète pas, tout le monde travaillera plus seul. Mais Et toi, attendez, parce qu'on a une invitée ici de, de l'option science. Kuba. Oui. Je cherchais son prénom, mais j'ai oublié. Et toi, que penses-tu de ça? Rapidement, hein. Est-ce que c'est une bonne chose d'évaluer ou pas? Je sais, j'ai pas. Elle est timide, hein. Oui, c'est une bonne chose d'évaluer. Oui, Qu'est-ce que ça pourrait apporter? ça va permettre d'améliorer D'améliorer quoi? les connaissances prof. Que le prof puisse s'améliorer grâce à l'évaluation? Oui. Ok. Et vous pensez que vous améliorez grâce à l'évaluation? C'est une vraie question. Hein. oui, bah, bien sûr. Ça Parce nous que aide à c'est savoir où ils sont notre... ce qui est pas acquis. Oui. Ok. Et ça va être pareil pour les professeurs. Et donc vous transposez un Bien peu sûr. ce truc. Bah Sur voilà, le en fait, répertoire. Quand on voit c'est eux que, qui nous par exemple, enseignent. on rate une athéro, bah, on sait qu'on doit travailler pour avoir une bonne note. Donc, pour s'améliorer, bah, le professeur, ça doit être pareil. C'est pas parce qu'il a eu un diplôme qu'il doit pas se mettre à jour ou se mettre en question. Ok. Tout le monde a des lacunes, monsieur. Tout le monde. Pourquoi tu me dis ça en me regardant Bah, très bien. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'enseignement. Ouais. Je vais faire juste une petite parenthèse, c'est qu'en classe, on est en train de voir les inégalités sociales en milieu scolaire. Donc on fera sûrement un autre podcast exclusivement sur ce sujet-là. On va enchaîner. Poursuivons avec les réseaux. Donc, Ryan va nous en parler de l'intelligence artificielle pour révolutionner l'enseignement. Alors, il y a des avancées récentes en matière d'intelligence artificielle qui préoccupent le monde de l'école. Et il y a aussi un outil particulier qui s'appelle ChatGPT. Il y a plusieurs avis qui sont pour et contre, comme par exemple celui d'Yves Desville, qui pense qu'il y a eu des révolutions un peu plus bouleversantes, comme par exemple celle de l'apparition d'Internet, du téléphone et des ordinateurs. Pour lui, les élèves doivent maîtriser le principe d'une multiplication ou d'une division. Le reste, c'est pas une compétence indispensable puisqu'il y a la calculatrice. Alors, d'après Caroline Désir, il y a actuellement aucun outil qui est capable de discerner des travaux réalisés par les élèves grâce aux intelligences artificielles. D'après Valérie Glatini, qui fait partie du MR, a estimé que cette Qui est le ministre aussi de l'enseignement supérieur. Une petite parenthèse, hein, continue. Qui a estimé que cette nouvelle technologie est ni positive ni négative. Ça dépend de comment on va utiliser la technologie. Si on l'utilise mal, ça peut mal tourner, comme si on l'utilisait bien, ça pourrait bien finir. Ce sujet préoccupe largement les fake news, comme par exemple des trucs qui tournent qui sont mauvais,
des trucs comme ça. Et ils ont aussi interrogé un élève qui est à l'université et qui utilise souvent cet outil. En fait, il l'a appris grâce aux réseaux sociaux. Et il pense que l'outil, il est bien, mais parfois, il a quelques petites lacunes. Par exemple, une fois, il l'a fait pour un de ses devoirs et il l'a totalement raté. Et dans cette nouvelle application qui s'appelle ChatGPT, ben, chaque année, il y a des nouvelles mises à jour. Par exemple, maintenant, on est à ChatGPT 5. Non, 4. 4. Je trouve. Elle est sortie récemment, mais en fait, c'est Yacine en 5TQ qui me l'a dit. On a fait passer le test d'entrée d'une école d'ingénieurs à ChatGPT. Il l'a réussi en 6 minutes. Ah. D'après Yacine, hein. Fallait pas Mais il est fiable. Donc le ChatGPT 4 est sorti il y a quelques... Il est encore plus performant que le 3. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé pour l'école? Non. Je dirais rien. Jamais? Si. Je connaissais même pas. On n'était même pas au courant. Iman, oui? Pourquoi? Allez, approche, viens, t'es trop loin. Oui, j'ai déjà utilisé, enfin, c'était pas clair. Et, Tu comprenais pas comment fonctionnait ChatGPT ou sa réponse n'était pas claire? sa réponse n'était pas claire et je trouve que c'est un outil un peu complexe pour Les non-initiés. Oui. Mais donc tu l'as utilisé ou pas? Oui, je l'ai utilisé. Donc tu l'as pas, t'as pas été jusqu'au bout en... Non, parce que j'ai estimé que c'était pas clair et c'était pas nécessaire. Et surtout que tu pouvais faire mieux. Oui. Excellent. D'accord. Et vous pensez que ça va révolutionner dans pas longtemps, dans 2 ans, vous serez à l'université. Est-ce que ça peut révolutionner l'enseignement? Ouais, En fait, si. les élèves, ils l'utilisent plus pour faire leur... Enfin, la plupart, c'est plus des rédactions et tout ce qui s'ensuit. Du coup, je pense que s'ils le font pas par eux-mêmes et qu'ils laissent cette application, cette plateforme le faire, ils pourront pas par eux-mêmes le faire. Ils vont pas pouvoir le faire eux-mêmes en fait. Et du coup, quand ils vont arriver devant un examen ou un truc comme ça, ils auront pas en fait cette plateforme devant eux. C'est que dans les devoirs maison et tout ce qui s'ensuit qui pourront les utiliser. Donc ça permet pas de développer tes propres compétences. En fait, ça dépend si c'est abusif ou pas. Genre, si des personnes l'utilisent vraiment, genre, toujours, et ils font jamais de leur tête. C'est vraiment, par exemple, je sais pas moi, si j'avais trop de trucs à faire et je pouvais pas le faire, je le fais vite fait et c'est bon, c'est fait. Ça doit être un outil de besoin, genre au moment même. Oui, voilà. Mais ça doit pas être une habitude. Ouais. Voilà, je suis sûre et certaine qu'il y a des gens, ils vont en abuser. C'est comme Google Traduction, si vous l'utilisez... Alors qu'il est pas très... Voilà, il est pas fameux, mais si vous l'utilisez pour dépanner pour un mot, là ça pose pas de problème. C'est comme pour tout en fait, quand on en abuse, ça pose généralement problème. Rienne, tu nous as tout dit? C'est fini, il est content. Donc, continuons avec Denisa qui va nous parler de la vision de l'image qu'ont les adolescents. C'était une expérience journalière démocratique et Elle est motivée, hein, c'est parti. Hein. Mais juste me rappeler, j'ai pas très bien compris le titre. C'est Denisa qui me l'a donné, elle m'a dit la vision de l'image qu'ont les adolescents. Ah non, oui, ok. C'est leur image. Quelle est la vision qu'ils ont de leur les propre image? adolescents. Ok. Ah, ça va. fait stresser, c'est vrai. Oui, mais tu nous as fait peur. Hein. Allez, vas-y, Denisa. En tout, c'est une expérience journalière démocratique artistique en collaboration avec le Théâtre de la Montagne Magique et accompagnée par 2 personnes en particulier. Bernard Devos, qui est un ex-général directeur des droits des enfants, et par Bertrand N, qui est un journaliste. En tout, c'est des acteurs qui ont creusé cette question-ci de la vision qu'ont les adolescents. En tout, ils ont réuni 50 adolescents de 17, 18 et 19 ans. Et ils sont venus de 3 écoles différentes et de 3 classes différentes. En tout, la première école est une école secondaire générale d'où vient une classe générale, excusez-moi de cette petite faute. C'est pas grave. En tout, c'est l'école Jacquemin par Léopold. La deuxième école... Attends, Émile Jacquemin. Jacquemin par Léopold, c'était dit. Non, je crois que c'est l'école Émile Jacquemin qui se situe au parc Léopold.
Voilà, à peu près. C'est ça, ok. Puis une classe professionnelle qui vient de l'école Emmanuel Hill du côté flamand. Ok. Et une classe de technique de transition de Notre-Dame de la Salesse, pardon. Ok. En tout, ils ont fait 2 activités. Une activité s'est passée dans les écoles et une autre activité, comme je l'ai dit, a été faite avec la collaboration dans le théâtre de la Montagne Magique. La première activité, ils ont dû répondre par oui et par non. Et ils ont répondu à 2 questions. Quelle est l'image qu'ils ont de tout ce qu'ils peuvent avoir avec objective? Et après, une image qu'ils ont subjective de eux-mêmes, l'image qu'ils représentent. Et souvent, dans chaque école, la réponse qui est le plus venue, c'est le oui, qui était l'image représente plus l'intégralité. En tout, ça veut dire que l'image est en fait en particulier sur toute la population. C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris. Explique avec tes mots, n'hésite pas. Ce qui est en quelque sorte l'image qu'ont les adolescents. Et nous, les images qu'on représente, c'est est-ce qu'on met une face ou on met une fausse personne devant. D'accord, donc est-ce que, si je comprends bien, hein, tu me dis, c'est pour eux, peu importe l'école d'où on vient, donc le milieu socio-économique et culturel, parce que c'est 3 écoles très différentes, ben, c'est quelle est l'importance qu'on donne à l'image qu'on donne de nous-mêmes sur les réseaux, par exemple. Voilà, à peu et on se rend compte que ils font tous, que l'image qu'ils renvoient ne colle pas forcément à ce qu'ils sont eux-mêmes. À ce qu'ils sont eux-mêmes, d'accord, ok. Puis la deuxième activité qui a été faite au théâtre de Montagne Magique était surtout pour que les élèves s'expriment plus honnêtement et qu'ils ont chacun la vie sur tout le monde. Et à ce moment-là, il y a eu 3 représentants, si je suis bien de mon information, qui sont venus, plutôt 2, excusez-moi, de ma faute. Importe. 2 représentants qui ont été ramenés des ministres, qui ont été envoyés par des ministres, pour écouter, mais pas donner leur avis. Juste, à la fin, ils vont dire 2-3 petits mots pour en tout clôturer l'activité. D'accord. Il y a eu plusieurs avis des élèves, par exemple, que le fait qu'on met une face différente, qu'on est différent de nous-mêmes en public. Bien sûr, ça a été contré par certains, comme quoi c'était pas vrai, qu'eux sont plus honnêtes et qu'ils ne mettent pas une image. Puis vient que la société commerciale, en tout ce qui est consommation, etc., donne l'image et en tout comme ils le voient, ils le veulent, et en fait ils prennent l'image de cela et ils le mettent sur eux-mêmes. Bien sûr, ça a toujours été contré. Donc ils sont influencés par la société, consommation, etc., les réseaux sociaux en fait. Voilà. Mais bien sûr, ça a été encore contré comme quoi on peut toujours combattre cela. Et on peut être soi-même sans aucun souci, mais bien sûr, il faut surtout une confiance en soi assez grande et une estime aussi, pour pouvoir réussir à combattre cela. Puis il y a eu plusieurs possibilités comme quoi le fait que l'image qu'on donne aux élèves, enfin surtout aux adolescents, puisqu'on dit que l'image qu'on donne aux élèves, c'est qu'ils sont rebelles. Et surtout que ce sont eux qui sont contre tout, parce qu'ils ont surtout parlé des manifestations, et comme quoi les adolescents et jeunes adultes donnent une mauvaise image de nous-mêmes et de l'époque qu'on est. Et je me permets de te poser cette question parce qu'on va entendre le bruit de la sonnette et j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette aventure, donc de 2 journalistes qui vont rencontrer 3 écoles différentes, etc. Quel est le message au final? Au final, c'est que les élèves, comme les adultes, ont finalement su se poser 2 questions. Et les 2 questions ici, c'est que l'image que projettent les adultes sur les adolescents. Okay. C'est que les adultes sont revenus à dire. Et puis les jeunes sont revenus à se poser la question comme quoi l'image qu'ont de eux-mêmes et des autres jeunes qui sont autour d'eux. Surtout par rapport au fait que souvent les jeunes vont dire « Ah, moi je ne fais pas cela sur les réseaux sociaux », mais eux ils le font. En tout, ils ont une image assez, pour certains, très mauvaise des autres jeunes. D'accord. Des questions? Non. On enchaîne avec la suite. Continuons avec Ihsan qui va nous parler du challenge TikTok, la cicatrice. Bonjour, vous êtes peut-être au courant, mais il y a une tendance sur TikTok qui s'appelle la cicatrice challenge. Ça consistait à prendre 2 doigts et de se pincer à la joue pour faire une cicatrice bleue. Cela a fait le buzz sur TikTok et plusieurs jeunes se sont apprêtés à le faire, mais cela est peut-être dangereux d'après une dermatologue Marie Jourdan. À force de se passer, on peut avoir une angiome stellaire
et garder peut-être une cicatrice à vie. Avant cela, il y a eu plein d'autres challenges comme le Blackwood Challenge qui consistait à retenir sa respiration le plus longtemps possible. Longtemps. Le plus longtemps possible. Et il y a eu le Tranquilist Challenge. Cela consistait à rester éveillé le plus longtemps possible. Il y a eu même une tendance où genre c'était 3 personnes et la personne qui était au milieu, on la faisait tomber. Et il y a des gens, ils s'ouvraient dans le crâne et tout. Et faut pas suivre les... Vas-y. Faut pas suivre tout ce qui se passe sur TikTok. Ça peut être J'arrive pas à parler, ça peut être... C'est pas grave. Juste termine ton idée. Ouais. Et aujourd'hui, ce challenge, il est encore d'actualité parce que l'actualité qu'on fait là maintenant, ça date d'avant les vacances. Non, c'est peu d'actualité, mais il y a plusieurs challenges qui sortent à un moment. Genre, peut-être là, maintenant, il n'y a plus d'actualité, mais après, il y aura peut-être une autre challenge qui peut être... Et c'est quoi? J'ai pas très bien compris celui de 30, une liste de 30. Quoi? Non, en fait, c'est 3 personnes. Genre, il y a 3 personnes et il y a une personne oubliée qui est piégée. Et on l'a fait tomber. D'accord. Genre quoi, PG? Piégé. Ah, PG. Piégé, quoi. Oui, non, mais j'ai entendu PG. Mais comment on l'a fait tomber? Genre, il a balayé à 2. Et après, il tombe sur son crâne, puis ça s'ouvre. Non, sur ses fesses, ça fait trop mal. Non, et vous pensez quoi, vous, de tous ces challenges? C'est dangereux, c'est inutile. C'est dangereux. Et c'est juste pour Mais faire vous du regardez plaisir. quand même Moi, ces je l'ai déjà challenges. fait, bien sûr. Ah, Riel l'a déjà fait. Est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Ça va, je suis bien retombée. Ah, t'es sûr? Ouais. Mais il y en a aussi plein d'autres. Il y en a un, par exemple, c'était... ils avaient un stick de baume à lèvres. Quand il était fini, la bello, quand il était fini, il devait se suicider. Quoi? Oui, c'est genre... Non, quand là, il va se terminer, il va pas... se suicider. Non, c'est pas à chaque fois que j'étais triste, c'est pas un challenge. Jusqu'à Et après, je je pense que c'est des personnes qui sont assez... Ils sont en dépression, en fait. Et du coup, à chaque fois la qu'ils sentaient pas bien, ils raison mettaient... de vivre, c'est, on va dire, le baume à lèvres qui est encore rempli. Tant mais même au qu'il début, est pas vide, monsieur, là, genre, non, monsieur, au début c'était pour les dépressions, mais après c'est devenu une traîne. Genre, Ouais, même, genre moi je le fais alors que je suis pas dépressive. Mais vous regardez. Et après, les personnes le font vraiment. Mais vous regardez ça? Non, mais en fait, non, attendez. oui, j'ai Parce entendu que parler de ça. si je comprends bien l'algorithme TikTok, etc., plus vous restez devant la vidéo, donc plus il calcule votre temps de visionnage, plus la vidéo devient virale. Ouais. Et plus on va nous donner en fait des vidéos qui seront tout le temps dans le même thème. Exactement. Donc peut-être que quand vous tombez sur ce genre de vidéo, même si je sais qu'on a envie de rester devant, en restant devant, on donne un peu de force à ce phénomène qui est quand même assez glauque. Hein. Tu termines un rouge à lèvres. Il y a aussi le sommeil. Il y a aussi le sommeil indien. Celui, oui. C'est pas, il tenait leur... Non, c'est pas ça. Non, en fait, il tenait la nuque comme ça. Non, c'est pas... Et après, tu devais rester le plus longtemps possible comme ça. Non, c'est pas ça. Très belle expression. Genre, il respirait, mais genre vraiment vite. Et je sais pas, à un moment... Après, il se lève d'un coup. En fait, il partait en sorte de transe. T'as déjà testé, En vas-y, fait, explique. c'est vraiment spécial. Ça peut être vraiment très nocif et dangereux pour la santé. Et ça peut vraiment faire des gros dégâts. Moi, j'ai fait ça avec ma cousine. Mais Okay. Elle est tombée, elle a eu mal, elle est tombée dans le cul. Enfin, non. Ah, merci. Merci pour elle, hein, petite pensée à la cousine de Rian. Bon, c'est tout ça pour dire qu'il y a quand même assez de drôles de challenges sur les réseaux sociaux. Mais on va peut-être passer à la suite. Poursuivons avec Kautar qui va nous parler de l'interdiction de TikTok en Wallonie. En parlant de la plateforme TikTok, qui utilise TikTok ici? Moi, moi pas. Ah, sauf monsieur. Ouais, savez-vous que... Elle a dit j'ai fait une cure. T'as enlevé TikTok? Non, moi. Non, lui, moi. Ok. Elle dit que j'ai fait une cure, moi j'ai jamais dit ça. Okay. Non, voilà, savez-vous que le gouvernement wallon va interdire l'application TikTok sur les appareils de son personnel? Non. Pourquoi? En fait, selon le gouvernement wallon, TikTok est utilisé pour espionner, infiltrer et manipuler la communauté occidentale. Vu que TikTok appartient à la Chine, les données personnelles peuvent facilement être entre les mains de l'État chinois, ce qui peut entraîner de l'espionnage. Donc voilà pourquoi le gouvernement wallon va interdire TikTok sur les appareils de son personnel pour éviter toute forme d'espionnage. Mais la question que j'ai, est-ce que vous trouvez que c'était exagéré? La réaction du gouvernement, est-ce qu'elle est exagérée ou pas du tout? Genre, vous trouvez que c'est normal? C'est normal. normal.
Ouais, Mais est-ce que là on parle du gouvernement, alors, ok, c'est des affaires. Oups, attendez, on va faire tout le bruit qu'il faut avec la chaise. Voilà. Est-ce que donc là on parle d'un gouvernement, donc il y a de la diplomatie, etc. Donc il y a des affaires peut-être plus sensibles, etc. Mais s'ils le font avec un gouvernement, est-ce que pensez-vous que ils vous espionnent vous? En soi, sûrement oui. Oui. Mais en soi, il n'y a rien à espionner. Il n'y a rien à espionner, tu t'appelles pas Rihanna. Donc en fait, c'est parce qu'il n'y a rien à espionner, c'est ok pour vous? Parce qu'il n'y a rien à espionner. C'est quand même notre vie privée, mais. Donc voilà, non, parce que j'entends. Il n'y a pas quelque chose d'important pour eux. Non, mais après, c'est pas en collaboration. Tes données sont importantes ou pas? Ouais. Si, quand même. Parce qu'ils peuvent revendre les données aussi. Et nous influencer. Dans quelle sorte de données? Ouais, ce que je regarde sur TikTok. Ce que tu regardes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et ils vont faire quoi? Et après, ils vont t'influencer. Ils peuvent te redonner des informations, enfin d'autres vidéos qui collent avec ce que tu regardais déjà. Là maintenant tu es jeune, tu vas bientôt voter par exemple. Mais on pourrait influencer le parti pour lequel tu vas voter par exemple. Mais il y a un truc important, c'est pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant entre guillemets à voler qu'ils peuvent. C'est comme si je vous dis, il y a un voleur qui rentre chez vous, il n'y a rien de valeur, mais ça veut dire que vous acceptez qu'il rentre chez vous, qu'il s'installe dans le canapé, qu'il regarde Netflix, j'en sais rien. Donc c'est pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant d'après vous qu'ils peuvent se permettre. Donc est-ce que TikTok vous espionne également? Oui, c'est sûr. Est-ce que TikTok c'est le seul? Non. Plein de plateformes. Si TikTok est celui qui va nous espionner et nous surveiller, ça veut dire qu'ils devront aussi interdire Twitter, etc. C'est ça. Vous rigolez, c'est ça? Je connais pas Twitter, c'est quoi? Twitter. Ah, Twitter. C'est pour ça que vous rigolez, ok. Mais c'est ça en fait. Tout ça utilise des données. Quand vous ouvrez, on appelle ça il y a les cookies, et ça vous avez déjà entendu parler. C'est ce qui retrace un peu votre, c'est votre trace sur Internet en fait. Et donc voilà, très bien. Continuons avec Imen qui va nous parler du nouveau distributeur de billets. Bonjour, et comme vous l'avez pu remarquer à Bruxelles et notamment à travers la Belgique, il y a le retour des distributeurs de billets qu'il y avait en 2017. Ce type de distributeurs de billets ont vu le jour en 2017 du coup, mais ils ont vite été désactivés car la loi gardiennage qui consiste à ce que le transport de fonds et le remplissage de distributeurs de billets doit être réalisé par une entreprise de gardiennage agréée. Alors c'est pourquoi un accord a été fait entre le SPF Affaires intérieures et les syndicats de transport de fonds pour dire qu'il y a véritablement un risque pour la sécurité et qu'il est donc déconseillé de voter pour cette mesure. Mais l'avis de la ministre est à la proposition qui pourrait se défendre si l'on se réfère à la protection des consommateurs. Okay. Mais il y a eu en fait un mécontentement général de la part de la population, etc. Pourquoi? Du nombre de plaintes élevées. Ils ont eu des plaintes élevées. Pourquoi il y a eu des plaintes? J'y viens tout de suite. Ah. Justement en Wallonie, sur la densité des distributeurs, ça va aller. Attends, on ne faut pas stresser, on est entre nous. Emile, on va reprendre simplement les grandes lignes. Est-ce qu'il y a beaucoup de distributeurs aujourd'hui dans les rues à Bruxelles? Ils sont en train de les enlever. Donc, parce qu'il y a eu un mécontentement, les gens ne veulent plus, parce qu'en fait, à force, ils ne veulent plus, parce qu'en fait, les banquiers, la question qu'on se pose en fait, c'est les banquiers, est-ce qu'ils vont accepter et revoir à la hausse les distributeurs de billets, surtout dans les coins les plus reculés de la Wallonie. L'objectif qu'ils ont voulu avoir juste d'ici fin mars, c'est ce qu'ils disent. On va voir s'il y a des actualités et de la nouveauté dans tout ça. C'est convenir un protocole au plus tard du mois de mars 2023. Et si ce n'est pas le cas, alors on ira vers un projet de loi
sur lequel le SPF Économie travaille déjà. Donc on est un peu en interrogation, on se pose encore la question pour ou contre, pourquoi, comment et comment y arriver. Ok, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate à Bruxelles? Est-ce qu'il y a trop de distributeurs? Pas assez? Il y en a de moins en moins, sauf récemment, on voit de plus en plus de distributeurs, là, Bancontact avec la lumière jaune, etc., où ça revient. Donc on voit que ça, on reprend, parce qu'il y a un mécontentement de la population, donc la population aimerait retirer de l'argent, mais on voit que le législateur aimerait garder un plus grand contrôle sur la circulation des billets. Donc aujourd'hui, la société qui s'appelle Bancontact crée de plus en plus de Mr Cash, donc surtout dans les stations de métro, près des trams, etc. Donc on voit que c'est en train de changer dans l'autre sens. On a voulu retirer un maximum, et puis on voit que la société Bancontact a repris un peu les choses en main et essaie de remettre davantage de distributeurs parce que ça devenait compliqué. Quand vous voyez la chaussée de Gand, le fameux distributeur, c'est Fortis, je crois, où il y a une file qui fait des kilomètres pour pouvoir retirer 20 €, bah, ça pose problème. Donc ils essayent de remédier à ce problème. Merci Imen. Pas de souci. Continue avec Abdoulaye qui va nous parler des séismes qui ont eu lieu en Turquie et Syrie. Alors bonjour à tous, comme vous avez pu sûrement le voir, plusieurs séismes ont frappé une partie de la Turquie et de la Syrie le 6 février dernier. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un séisme? Pour ceux qui ne le savent pas, un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Cette libération d'énergie se fait par rupture le long d'une faille. Généralement préexistante, elle se mesure grâce à l'échelle Richter en magnitude. Et t'as appris ça où, Abdoulaye? Avec notre très cher prof de géo, Monsieur Jadou. Merci, allez, tous ensemble. Merci, Monsieur Jadou. On ne doit pas dire son nom, normalement. T'inquiète pas, on ne sera pas écouté dans le monde entier. Les différents séismes étaient de magnitude 7,8 et 7,5 sur l'échelle Richter, car il y en avait deux. Le bilan de ces séismes est de plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie, et le bilan ne cesse d'augmenter. C'est le plus grand séisme enregistré en Turquie. Et pour aider les familles en Turquie et en Syrie, notre ville, Bruxelles, et certains élèves de l'école avaient organisé une collecte de première nécessité au Palais 11 et autre part. Mais malheureusement, ce n'est plus d'actualité. Et tout ce qui a été collecté a été envoyé en Turquie via l'ambassade turque en Belgique et diverses associations turco-belges. Merci Abdoulaye. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ça? Oui, c'était très clair. Oui. Parce que c'est bien qu'il y ait eu des associations qui se sont mises en place, donc ça montre qu'on est dans un monde un peu communautaire, enfin de partage et très humaniste, si je peux dire. Donc moi ça me fait toujours un peu plaisir de voir justement quand un pays est en difficulté dans ces cas-là, donc cause naturelle, qu'il y ait d'autres pays qui se mettent à la place des gens pour les aider et qui sont à disposition. Exactement. Il y en a qui abusent quand ils partagent. Oh là là là, rien n'est de retour. Par exemple, il y a des gens, ils donnent des vêtements tout déchirés à des personnes. Ah, j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Là-bas, il neigeait, il y a des personnes qui ramenaient des shirts et des t-shirts pour eux. Même des bikinis. Mais en fait, c'est... des bikinis et tout. Ouais, je crois que c'est leur dernière, en fait, c'est leur dernière préoccupation. Ouais, mais peut-être que... Mais en fait, je pense que ça a surtout été mal géré de comment c'est arrivé en Turquie et comment ça a été distribué. Donc les gens, ils pensent... Peut-être qu'ils pensaient bien faire, ils disaient bah, c'est mieux ça que rien. On sait pas, mais t'as raison. C'est vrai que j'ai vu des vidéos où il y avait un peu de tout, les vêtements étaient sur les routes. Ils faisaient du feu avec les brûlés. Ouais, parce que les vêtements étaient vraiment mal distribués à travers toute la Turquie. La Turquie est quand même un grand pays. Ok. Terminons avec Adem qui va nous parler du pétrole et la Russie. Comme vous l'avez sûrement entendu ces derniers mois, le conflit russe et ukrainien prend un peu plus d'ampleur. Elle touche les industries pétrolières des pays européens qui se fournissaient principalement de la Russie. Et à partir du dimanche 5 février dernier, la Russie ne pourra plus livrer de pétrole, diesel ou autre sur le sol européen.
Mais à votre avis, l'Europe est-elle préparée à ça ou pas? Non. Mais ça dépend, on dépend vraiment beaucoup de la Russie? Non, on dépend plus de l'Amérique. Ah bon? Mais non. Attends, on est en sciences sociales. Oui. Sur quel chiffre tu te bases pour dire un truc pareil? Rien? Merci. Reviens avec des chiffres, hein, j'attends. Hein. Avant le conflit russe, elle était 50% des ressources en pétrole d'Europe, qui représente un demi-million de barils. Mais durant la première moitié de janvier, le pourcentage a baissé jusqu'à 28%. Et pour ce qui est du diesel, l'Europe se tourne principalement vers les pays du Moyen-Orient et n'aura sûrement pas d'autre choix que de faire appel à la Chine. Mais c'est quoi l'impact sur la Belgique? C'est sûrement ce que vous attendez le plus depuis le début. Ouais. Selon Energia, qui est la fédération belge de l'industrie pétrolière, on ne s'attend pas à des problèmes d'approvisionnement dans notre pays parce que notre pays est largement autosuffisant en diesel. Les deux grands raffineries belges qui sont Total Energy et ExxonMobil produisent 50% de plus de diesel que la consommation intérieure. Ok, donc est-ce que la Belgique est prête? La Belgique est prête parce qu'elle fournit plus de diesel Non, la Belgique ne fournit rien. Non. Elle a assez. Ouais, elle a assez quoi. Elle a assez, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que le Moyen-Orient, d'après Asma, le Moyen-Orient c'est à côté de New York et... Est-ce que le Moyen-Orient a su combler le manque que la Russie apporterait? Non, je pense pas. Sinon, ça serait pas aussi cher. En tout cas, pour l'instant, ça va, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la Belgique aura toujours assez? Non. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais ça? Non. Ah. Mais on peut un peu supposer. On qu'il y aura suppose. des difficultés. Effectivement, on peut supposer. Merci d'avoir écouté notre podcast. C'est déjà la fin? Oui, c'est déjà la fin. Oh là là. J'espère qu'il vous aura plu et à bientôt pour de nouveaux podcasts. Oui, alors on va juste faire. Moi, en tout cas, je vais faire un petit. C'est pas le mot de la fin, hein, c'est jamais la fin. Mais il y avait d'autres podcasts qui ont été faits. Il y en a deux qui ont été perdus. On retrouve plus le fichier, donc c'est pour ça, parce que des élèves me demandent pourquoi il n'y a plus de publication. Le premier, il a été perdu. Non, en fait, il y en a eu un sur le féminisme qui est publié. Il y en a un deuxième sur la délinquance, impossible de mettre la main dessus. Il y en a eu un troisième sur l'actualité de la rentrée, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc on espère que celui-ci sera publié et on les enchaînera comme ça. Avant chaque vacances, on fera un état des lieux de l'actualité. Et voilà. Il y a des questions? Non. Un petit mot à faire passer? Non. On a assez parlé? Une belle journée. Que tout le monde passe une belle journée, effectivement. Ouais. Au revoir. Au revoir. C'est dur de mettre fin. Hein. Comment faire? Au revoir, c'est suffisant.